C'est toi qui nous élèves au paradis artificiel. Alors qu'est-ce qui vous amène ici à la nuit de la philo? Le bac. La nuit des philosophes. Ah, le bac. Non, en vrai, c'est notre prof. Exactement, c'est notre prof qui nous a recommandé de Ah, c'est votre prof qui vous a obligé, recommandé? Non, non, c'est un recommandé. Je vais parler Recommandé. parce que moi je suis pas comme eux, ils sont nuls. Donc vous êtes des faillots? Moi non plus, moi je suis pas. Non, 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 c'est pas vrai. En vrai, je voulais venir ici parce que ça fait plusieurs années que j'essaye de venir, mais à chaque fois, j'ai pas l'occasion. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Voilà. Et pourquoi t'as pas réussi à venir plus tôt? J'habite très loin, voilà. Premier argument. C'est que ça passe à la télé. Et alors, bonne expérience ou pas du tout? Ouais. Ouais, alors toi, t'es un spécialiste, toi? On va pas dire. Je suis venu l'année dernière. Et là, la dernière, on a fait toute performance artistique, on lisait des textes. Et là, on a fait la même. Ok. Et du coup, est-ce que la philo, ça vous plaît? Ou c'est vraiment pour le bac? Ou ça vous plaît vraiment? Non, c'est très intéressant. J'étais jamais ça. Ça t'apprend. Non, sincèrement. Bon, ok, je rattrape ma pote. Je la rattrape, y a pas de souci. Ça t'apprend 3 petits points. Ok, j'aime beaucoup la philosophie. Cependant, j'aurais préféré que ce soit moins académique que ça. Ah. Tu vois? Et qu'est-ce que ça veut dire académique? Académique, c'est-à-dire qu'on nous donne plus le moyen de nous exprimer, tu vois? Que ce soit moins apprendre la leçon, recracher la leçon. Et plus pratique. Parce que là, c'est beaucoup plus Ouais, c'est théorique trop que pratique. Exactement. On pratique jamais la philosophie. Et même notre prof nous avait dit que c'était dommage parce qu'au début, c'était plus quelque chose de pratique pour apprendre à mieux vivre. Et voilà. Et vous avez pas l'impression que ça vous aide à mieux vivre la philosophie? Ça permet de... Parle-nous de ce qui t'inspire dans la philosophie. Comment tu apprends à vivre avec? Je pense que si on était plus, comment dire, entraîné niveau philosophie, tu vois, si on avait plus, je sais pas, si on avait plus de savoir, si on savait plus de choses. Mais t'as dit tout à l'heure qu'il fallait pas apprendre du savoir, mais il fallait pratiquer. En fait, le fait qu'il y ait des devoirs et tout, ça stresse, voilà, je vais le dire clairement. Le fait qu'on soit évalué dessus. Mais si c'était plus oisif, pardon, je pense que ce serait plus sympa. Je pense que le problème, c'est pas qu'on vous apprend plein de contenus, plein d'auteurs, c'est plus que vous avez, c'est que vous avez des devoirs. Mais t'es pas contre le fait d'apprendre des auteurs? Non, je suis pas du tout contre le fait d'apprendre. D'accord. Je suis plus contre le fait d'évaluer et de noter, voilà. Okay. Clairement. Mais bon, c'est l'école, voilà, on n'y peut rien. T'as un exemple d'une réflexion philosophique qui t'a fait avancer à un moment donné dans ta vie? Réflexion philosophique, ouais, pourquoi on va à l'école, ouais, pourquoi on travaille et pourquoi on ne vivrait pas comme les animaux, comme seul but d'être heureux. Elle va dans Pourquoi est-ce que tu n'utiliserais pas la philo juste pour être heureux? Elle a dit pourquoi, elle a pas dit que c'était... La philosophie a été initiée au début pour structurer la société. Parce qu'au début, ils étaient juste là à vivre sans rien. Certes, Mais alors pourquoi juste pas la religion? Parce que la religion, elle structure aussi bien la société. Ouais, mais non, la religion, elle met... Je t'explique. La religion, quand tu es religieux d'une certaine religion, tu dois rester limité à ce que la religion t'ordonne de faire. Alors que dans la philosophie, tu peux arborer plusieurs courants philosophiques. Tu peux vivre d'une certaine manière tout en étant contre autre chose. Mais du coup, c'est un petit peu le bordel, ça n'est pas très structurant. Bienvenue en philosophie, j'ai envie de dire, mais voilà. Mais en vrai, c'est que il y a tellement de trucs. Par exemple, T'as dit que c'était structurant. non, ça structure la société, mais en soi, ça chamboule. Parce qu'il y a beaucoup de courants. Ça chamboule. Ouais, ça chamboule. Mais ça structure quand même. C'est mieux que de vivre comme des animaux. Ouais, je préfère vivre dans un monde structuré mais qui chamboule. Non, c'est intéressant. Ouais, mais je préfère vivre dans un monde structuré mais qui chamboule plutôt qu'un monde animalistique où on vit de nos... Ouais, ça se dit en d'une autre langue que j'ai oublié. C'est pas grave. En gros, tu penses que ça donne des bases à la société, mais que ça les remet toujours en cause? Que ça évolue? C'est ça en fait, ma prof nous avait expliqué ça qu'en philosophie, d'après ce que j'ai retenu, hein, on trouve que derrière chaque mot, chaque expression, il y a un problème, c'est ça? C'est ça? C'est toi qui le dis. Ok, bah moi je pense que la philosophie elle est là pour nous remettre en cause par rapport à tous nos basiques, tous nos concepts qu'on considère acquis. Mais une fois que tu t'es remis en cause, est-ce que tu penses que la philosophie elle doit continuer à essayer de t'aider ou genre elle doit juste avoir un rôle négatif, genre te remettre en cause? Tu vois? Non, te remettre en cause, te remettre en question continuellement afin d'atteindre le but ultime de s'élever. Donc elle a juste un rôle de critique. Critique, un gros rôle de critique. Surtout. Ouais, un gros rôle de critique. Ouais, surtout parce que la philosophie, pas juste pour structurer la société, mais plus pour mettre l'humain en question. Ouais, se remettre en question. Le truc de Socrate où tu te poses des questions pour essayer de décortiquer ce que tu penses vraiment et tout. Pour essayer de voir si tu es juste un produit de la société ou si tu es vraiment toi-même. Alors est-ce que j'aurais des opinions nouvelles auxquelles vous êtes arrivé via la philosophie? C'est-à-dire pas seulement une attitude, enfin un genre de critique, vous voyez ce que je veux dire? Mais aussi des nouveautés d'idées. Ouais. Là, je trouve que c'est un problème, c'est que c'est difficile de trouver un truc qui est nouveau. J'ai l'impression que tout a été discuté, tout a été... Pas nouvelle, mais nouvelle pour toi alors. Nouvelle pour toi. Honnêtement,
Aucune idée. Non, mais c'est Jafar. Ouais, voilà, merci. C'est déjà fait? Non, j'ai dit c'est Jafar, juste en train de Mon prénom, merci. Bref. Allez voir sur Instagram. Je prends plus de recul par rapport aux situations de tous les jours. Mais ça n'a pas chamboulé de foutre en compte tes croyances? Non, quand même. non, Enfin, non, pas du tout. Bah, Pas du tout. on vient de commencer, donc ça peut pas vraiment... Ça peut, En vrai, ça. parfois. Parce que se remettre en question, c'est aussi remettre en question la religion sur laquelle tu es. Je suis pas d'accord. Non, on n'a pas parlé. Non, mais là, il a pas dit religion. Si, Non, j'ai dit au début. croyance. mais il y a 5 minutes. Pas la croyance, pas croyance. C'est- Croyance, tu parlais de religion ou général? Croyance politique, croyance ce que vous voulez. Ouais. Pas Il y a des gens qui vraiment. croient en l'amour, il y a des gens qui croient au communisme, il y a des gens qui croient ce que vous voulez. Pas vraiment. Ça questionne, mais ça m'aide pas vraiment... Non, Moi, ça m'a appris ça des chamboule choses, pas. En tout cas, avec ce qu'on a démarré le premier trimestre, j'ai appris plein de trucs sur le fonctionnement du désir, par exemple. Voilà. Ok. C'est vrai. Par exemple, qu'est-ce que tu as appris? Bah, j'ai appris que le désir, c'était une part énorme dans la vie d'un être humain. Juste ça. Et j'ai réalisé que on est, tu vois, notre vie, elle est structurée par le désir. Ce qui nous pousse à faire des choses, c'est parce qu'on a désiré faire quelque chose, tu vois. Le désir de liberté, de vérité, le désir de réussite, de gloire, tu vois. Tout vraiment repose sur le désir. Et du coup, s'il y a du désir, c'est qu'il y a un manque, non? Exactement, on a vu que le désir était structuré par le manque. Du coup, on va dire que, bon, il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'a avec tout ce qu'il veut. Ouais. Tu vois? Non, moi je pense Non. qu'il n'y a pas un seul être humain sur Terre qui naît avec tout ce qu'il veut. Du Donc, coup, tu penses que tout le monde a du désir, parce qu'il y a toujours un manque. ouais, je pense que la nature humaine est vraiment basée sur le fait de désirer. Donc d'être insatisfait. Exactement. Si on n'a pas La d'ambition- satisfaction. si on n'a pas d'ambition ou de désir, on est juste mort. On est juste en train de vivre, d'exister, même pas. Quête de satisfaction. Ouais. Mais alors au moment où vous allez, dans longtemps j'espère, mourir, vous allez pas vous dire, bah du coup je suis toujours insatisfait, parce que je désire toujours? Mais ça va, il C'est un peu faut triste. vraiment satisfaire tous ses besoins. Parce qu'à chaque fois que tu en satisfais un, il y en a un autre. Tu vois, c'est toujours, il y a toujours, et on est enfin encore heureux qu'il y ait encore de l'ambition, parce que si tu n'en as pas, c'est que t'es mort. Je trouve personnellement. Et tu penses pas qu'il y a des besoins par exemple qui se reproduisent moins? Par exemple, donc là tu vois, imaginons t'as faim, tu vas manger, et le lendemain tu vas remanger. Des besoins primitifs. Naturels, il y c'est a un besoin, des- tu l'as dit. il y a les désirs naturels, il y a les désirs. Il y en avait d'autres, il y avait... Non, Des- non, c'était... On appelle des désirs naturels, on appelle ça des besoins. Ensuite, il y a des désirs naturels mais non nécessaires. Et il y a des... Exactement. Voilà, c'est ça. Et à la fin, il y a les désirs non nécessaires tout court. Ni Et- naturels, ni nécessaires. Vous pensez qu'il y a des désirs qui peuvent être comblés quand même, durablement? Ou que c'est toujours le manque, un peu? Non, je pense... Tu vas avoir plus. En fait, Par exemple, si je veux l'approbation des autres, je pourrais toujours vouloir celle de 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. justement, c'est là Il y a qu'il des faut degrés de trier. satisfaction. C'est quoi les bons et les mauvais désirs là? C'est ça. Le travail de la personne, c'est de trier si oui ou non elle va satisfaire ce désir. Ouais. Mais alors c'est quoi les bons désirs, ceux qu'il faut satisfaire, ceux dans lesquels il faut tout donner et ceux qui sont moins importants? Eh ben, comme je t'ai dit, il y a des désirs nécessaires naturels, des désirs naturels non nécessaires et des désirs non naturels non nécessaires. Tu vois? Tu peux me donner des exemples? D'accord. Alors, les désirs... Je suis désolée. Il y a des désirs naturels et nécessaires comme manger, dormir. Ok. Désirs naturels non nécessaires comme le sexe, par exemple. Naturel, non nécessaire? Oui, tu peux ne pas avoir de sexe. Exactement. Et les désirs non naturels et non nécessaires comme par exemple s'acheter une nouvelle voiture. D'accord. Tu fais une hiérarchie entre ces désirs? Ouais, je te suis. Ouais. Et par exemple, est-ce que tu penses que vouloir trouver l'amour, par exemple vouloir retrouver sa femme ou son mari le soir, c'est du coup comme, enfin tu peux le considérer comme le fait, genre le désir d'avoir une voiture? Ou il y a quelque chose de différent et si oui, qu'est-ce que c'est? Franchement, ça dépendrait de chaque individu. Est-ce que je donne mon avis à moi? Si tu te justifies, ouais. D'accord. Je trouve que le désir amoureux est clairement prioritaire par rapport au désir d'acheter une nouvelle voiture parce que je trouve que le fait de trouver une âme sœur, bah, ça t'apporte énormément dans ta vie. Tu te sens plus complet en tant qu'être humain. Mais il y a combien d'âmes sœurs dans Non mais c'est L'âme sœur. Je sais, je comprends, mais c'est quand même aussi à remettre en question. Il y a une chance sur 7 milliards quand même. Ouais. Non, je suis pas d'accord. On peut avoir Si on a plusieurs qu'une âmes seule? sœurs. Ah! Mais si tu es persuadé que tu as rencontré ton âme sœur, et que après vous êtes plus ensemble, tu te dis allez, je vais en acheter une autre. Mais elle vient de dire qu'il y en a pas je qu'une dis qu'une personne, elle peut aimer à plusieurs... Mais voilà, j'ai pas entendu ça. Bref, les gars, je pense qu'on vous a confus. On vous a vraiment confus. Non? Ouais. Non, non, D'accord. Il y a une âme sœur, il y a plusieurs âmes sœurs. C'est un débat de haute volée. Tout est clair. Non, sincèrement, je pense pas que l'amour c'est une fois dans la vie quand tu as 16 ans et après c'est parti. Non. Mais du coup, tu penses, par exemple, moi j'ai envie d'une voiture, je vais acheter cette voiture,
et ensuite le lendemain j'aurai envie d'un autre truc, genre d'un pantalon ou d'un autre truc. Et pourquoi est-ce que le désir amoureux il serait plus comblant que les autres? Parce que la personne elle peut toujours m'échapper, peut me tromper, elle peut ne pas m'aimer, ne plus m'aimer. Est-ce qu'il faut pas mieux s'acheter plein de voitures? C'est plus rassurant. La voiture elle va pas partir de mon garage. Non, non, non. Non, c'est vrai que le désir amoureux, il est beaucoup plus risqué. Tu prends des risques quand tu tombes amoureux d'une personne. Mais c'est des risques qui en valent la peine parce que y a énormément de valeur ajoutée, entre guillemets, à avoir. Il y a plus de valeur ajoutée à avoir une personne qui t'aime et que tu aimes, à acheter un pantalon. À mes yeux. Ok. J'ai dit oui, je le confirme. Il a dit oui. Je pense que oui, l'amour est plus prioritaire. C'est un besoin plus prioritaire que n'importe quoi. Vous êtes trop Parce que dans l'absolu, le fait d'acheter un nouveau pantalon, d'acheter une nouvelle voiture et tout, c'est pour essayer de plaire à quelqu'un. Ça peut être une fin. Et que finalement, tu vois que tous les désirs sont réunis pour essayer de combler le désir ultime, qui est l'amour. Et du coup, vous pensez donc que tous les désirs sont liés au désir amoureux? Moi, oui, je trouve. En général. Toi, tu manges pour être en vie demain pour tomber amoureux demain? Moi je pense. Bon, là c'est les désirs. On avait classé les désirs. Tous les désirs. Carrément. Ah ouais. Bon, moi je veux parler. Pas après, d'accord. vous Mais pouvez laissez-la pas parler, c'est bon, viens parler, c'est bon, parle. C'est pour être poli. moi je trouve que les désirs ils sont tous ça provient du désir de l'immortalité. On l'a vu ça avec notre prof. Ça veut dire que tous tes désirs vont être reliés à ce désir primaire, dans le sens où par exemple le fait de voir un enfant avec la personne que tu aimes, c'est le fait de... Ouais, je pense qu'il est def. Bref. Fallait pas le préciser, mais bon, on peut terminer. C'est bon, c'est une caméra. Bref, mais... Dégage. Ok, donc je disais, le fait de... Bref, le fait d'avoir un enfant, donc le fait de procréation, c'est le fait de garder une trace, donc immortelle, de toi et la personne que tu aimes. Donc tout est relié à l'amour et aussi à l'immortalité. Et pourquoi est-ce qu'on veut être immortel, tu penses? C'est bizarre quand même comme... Parce que c'est instinctif. C'est instinctif. De manière générale, l'être humain a peur de mourir. Du coup, il sera constamment en train de fuir la mort. Et ce qu'elle veut dire, c'est que le fait de procréer, c'est une manière de fuir la mort. Exactement. En son genre, en quelqu'un d'autre. Exactement. Je pense que c'est ça. Mais ok, d'accord, je pense que... Donc tu penses que les animaux aussi ont un désir d'immortalité? Non, les animaux, c'est des... Alors, Schopenhauer, je pense, a dit qu'il appelait ça des machines naturelles. Parce qu'elles sont uniquement guidées par leur instinct. Elles n'ont pas de réflexion, de pensée, tu vois. Contrairement aux êtres humains qui ont une pensée, qui vont chercher à satisfaire leur désir. Et qui ont un désir naturel, mais juste ils vont réfléchir dessus. Mais On appelle ça des instincts pour les animaux, tu vois. Ouais. Comme on va dire nous aussi, c'est des instincts, manger, dormir. C'est quoi la différence entre le désir d'amour et l'instinct de manger animal? C'est un instinct de vouloir être amoureux, enfin tout le monde a envie d'être amoureux. Tu viens de me dire que les animaux veulent être amoureux? Non. Enfin je sais pas, je les connais pas assez mais... J'ai mal compris. Ouais non, c'est juste que genre, c'est quoi la différence entre l'instinct et le désir? Ok, je vais reprendre. La différence entre l'instinct et le désir, à mes yeux, mettre la caméra sur lui. L'instinct c'est un... On appelle... Bref, alors, un instinct c'est un désir naturel et absolument nécessaire, sans lequel on ne peut pas vivre. Voilà. Et un désir c'est quelque chose dont on peut s'en passer. Mais pourtant le désir d'être amoureux, tout le monde l'a. C'est son naturel et nécessaire, donc c'est un instinct. Non, c'est pas un instinct, je pense pas. Si, peut-être. Pourquoi? Mais je sens que tu veux défendre que c'est pas un instinct, donc pourquoi? Pourquoi ce ne serait pas un instinct? Parce que déjà pas tous les êtres humains ont ce besoin de se trouver leur âme sœur. Je pense pas que c'est quelque chose de général à l'espèce humaine. Je pense qu'il y a des personnes qui se tiennent très bien sans vouloir trouver leur âme sœur. Donc ils ont pas de manque. Ouais. C'est des dieux, un peu? C'est pas des dieux, c'est des personnes qui sortent de la norme. Je pense que c'est juste des personnes qui sortent de la norme. Mais de manière générale, la majorité des êtres humains vont toujours être en quête d'amour. Je ne sais pas dans quel sens ça va, je pense qu'il y a une relation, il y a une sorte de réciprocité, de réversibilité entre les deux. C'est-à-dire au fond, par exemple, quand je parle comme ça, je réfléchis tout haut, je pense tout haut,
je n'ai pas tellement l'impression de faire un cours ou de délivrer un savoir, mais plutôt l'impression de penser tout haut et de faire, je ne sais pas si vous avez perçu ça, et de faire en sorte que les autres pensent avec moi. Pas forcément en étant d'accord, mais voilà, de les amener à réfléchir sur des choses sur lesquelles moi-même je réfléchis. Oui, c'est ça que j'ai senti, c'est que j'avais l'impression que vous faisiez comme de la musique parce que vous faisiez sonner les mots en plus de les énoncer, et c'est ce que j'ai trouvé, et que il y avait un rythme et que vous essayiez de communiquer non seulement avec des phrases et avec un langage logique et en utilisant des définitions de termes, mais que vous donniez les définitions des termes par votre expression et par l'intonation que vous mettiez. Oui. C'est un peu ce que mais ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est pour ça, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, juste dans le rapport que vous avez avec la philosophie, est-ce qu'on peut le rapprocher d'une sorte de musique qui serait... Probablement, oui. Alors, en ce qui me concerne, je ne sais pas si ça vaut pour tous les philosophes, mais pour moi, oui, très certainement. Et donc, il importe beaucoup d'insister sur cet horizon anthropologique de la modernité pour ne pas réduire la démocratie libérale à un simple accompagnement des contraintes économiques et des impératifs du marché. Il faut d'abord poser que la promotion de l'individu et celle de l'économie vont de pair, parce qu'il s'agit de faire tenir ensemble, sans l'intervention d'un pouvoir coercitif, il s'agit de faire tenir ensemble des individus égoïstes, indépendants, que rien ne prédispose à coexister. Salut, qu'est-ce qui t'amène à la nuit des philosophes? Je viens de Marrakech et en fait j'ai beaucoup de choses à régler à Casablanca, donc, mais mon prétexte premier c'était ça, comme j'avais déjà assisté l'année dernière. Voilà, je me dis pourquoi pas faire un saut et voir les gens qui sont là et les interventions. Qu'est-ce qui t'attire dans la philosophie, si ça t'attire? La philosophie en tant que telle ne m'intéresse pas. Comment on appelle les choses, c'est très important, aussi important que ce qu'il y a dans le fond. D'accord? Donc philosophie, pour moi, déjà appeler le contenu de la philosophie, l'appeler philosophie, pour moi c'est élitiste. Et moi je déteste l'élitisme. Pourquoi? Parce que il y a philosophie, donc il y a l'amour de la sagesse. C'est ça, donc quelqu'un qui développe des idées de plus en plus abstraites, très abstraites, donc c'est un amoureux de la sagesse. Ça exclut les gens qui ont des idées simples et qui sont quand même sages. Par exemple. Pourquoi? Parce que la sagesse peut être simple. Mais institutionnellement, la philosophie, c'est connu pour des gros livres, des gros volumes, des usines à gaz et tout ça. C'est de plus en plus déconnecté de la vie quotidienne. Comme avait dit, comment on appelle le mec c'était un Autrichien, j'ai oublié son nom. Wittgenstein. Il a dit, même si on connaît tout, on règle tous les problèmes philosophiques abstraits et tout ça, ça ne commencera même pas à résoudre nos problèmes au quotidien. Tu penses pas que c'est parce que la philosophie n'y peut rien, peut-être? C'est pas la philosophie. Donc moi, ce que j'appelle la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie, moi je l'appelle l'analyse ou la pensée. D'accord? Et moi, ça m'intéresse beaucoup l'analyse et la pensée et tout ça. De la plus simple jusqu'à la plus abstraite. Mais parfois, on n'a pas besoin des choses très abstraites. Moi j'aime bien le minimalisme et donc avec 3 ou 5 concepts on peut faire beaucoup de choses, plus avec une centaine de concepts. Et là la plupart du temps les gens ils font ça seulement pour se sentir érudits. C'est une question de pouvoir aussi, c'est une question d'élitisme et de pouvoir. L'érudition c'est pas forcément le savoir, c'est pas forcément la sagesse pour moi. Et du coup la différence entre par exemple toi et Descartes, c'est que Descartes il analyse plus, il pousse plus l'analyse, mais c'est pas qu'il est plus abstrait. Et qu'il multiplie les mots, les concepts de domination symbolique, enfin tu vois genre de pouvoir quoi, tu vois. Donc c'est quoi la question d'analyse qui te distingue, enfin c'est un effort d'analyse qui va distinguer une personne lambda d'un grand philosophe pour toi? À supposer qu'il est grand philosophe, que tu contestes peut-être. Je parle pas forcément de Descartes. Descartes peut-être il avait des... C'est un exemple, un grand philosophe.
Alors, j'ai perdu la question. Qu'est-ce qui distingue une personne lambda d'un grand philosophe, si tu penses qu'il y a des grands philosophes? Et si tu penses qu'il n'y en a pas, pourquoi? Je pense que tout le monde est né philosophe et sage, les enfants. Et la socialisation des enfants, c'est justement le processus de socialisation, c'est le processus quand on les rend de moins en moins sages, de plus en plus ignorants. Par exemple, quand un gosse, on connaît ce phénomène-là du gosse qui pose des questions, enfin, qui pose une première question, et après il dit pourquoi. Le premier pourquoi, après le deuxième pourquoi, troisième pourquoi, quatrième pourquoi. L'éducation consiste à l'empêcher de plus en plus à poser ces pourquoi qui se succèdent. Et donc on le rend de moins en moins sage et de plus en plus ignorant sur le monde, sur le réel, sur tout ça. Et voilà, donc essentiellement je pense qu'on est tous capables d'analyse et de réflexion et de pensée. C'est juste que ce champ-là a été approprié monopolisé par des gens qui écrivent des livres, qui possèdent des chaires dans des universités. Vraiment très peu de gens par rapport au reste du monde. Je pense du coup qu'avant le développement des universités et la professionnalisation de la philosophie, la plupart des gens étaient davantage philosophes parce qu'on ne les avait pas privés de cette façon de penser. J'emploierais pas le mot philosophie, mais je dirais qu'ils étaient plus sages, effectivement. Parce que comment on voit ou comment on sait qu'apparemment ou forcément, ils avaient meilleur rapport avec la nature, par exemple, avec l'environnement. Voilà, il y avait plus de liberté entre eux, par exemple, des choses comme ça, sans rentrer dans les détails. Mais juste ce qui est important, c'est le rapport à la nature. Par exemple, l'esclavage grec. L'esclavage grec. Moi, je parle pas... Parce que quand on dit... Ça, c'est une vision eurocentrée. Toujours quand on parle de avant, on s'arrête au grec. Grec, c'est juste hier. Je parle d'avant, avant qu'il y ait l'écriture, avant qu'il y ait des civilisations qu'on ne connaît pas. Les gens qui habitaient dans des cavernes et tout ça, je sais pas, c'est ce genre de choses. La civilisation ou l'humanité n'a pas commencé avec les Grecs. Je pense que ces personnes avaient plus de sagesse que nous. Oui. Ouais. Par exemple, tu penses à des idées qu'ils défendaient ou qui structuraient leur société, qui te semblent plus sages que celles qu'on défend actuellement? Pour moi, ce qui est important, c'est pas la sagesse et les idées abstraites. Ce qui est important, c'est ces idées-là, est-ce qu'on les incarne? En général, on distingue l'idée, comment la pensée, l'idée, et l'action. D'accord? Il y a les gens qui écrivent des livres, qui sont dans les universités, tout ça, et ils développent beaucoup de choses, mais ils vivent pas forcément ça. D'accord? Mais il y a les gens qui sont très grands sages sur leur vie au quotidien, ou sur la vie des autres, dans leur quartier, etc., qui n'écrivent rien du tout, et qui se sont des sages. Tu vois ce que je veux dire? L'important, c'est pas d'être philosophe, d'être sage, tout ça, ou d'avoir écrit, etc. L'important, c'est comment on vit notre vie. Est-ce qu'on a du succès par rapport à nos valeurs, etc. L'important, c'est les valeurs, c'est pas les idées, je pense. C'est une distinction à faire. Comment est-ce que tu distingues les valeurs et les idées, tu dirais? Les valeurs, c'est ce qui te guide dans ta vie, et les idées, c'est un peu abstrait? Oui. Et tu penses pas que c'est un peu... parce que du coup, tu parlais de cette personne qui donc, vivrait avec une certaine sagesse. Tu trouves pas quand d'un côté, cette personne elle est plus égoïste que par exemple le philosophe qui va écrire des livres parce qu'à aucun moment elle va faire bénéficier de sa sagesse aux autres. En fait, elle va chercher juste une sagesse pour bien vivre, mais elle va pas essayer de rationaliser sa sagesse pour la rendre accessible aux autres. Celui qui écrit des livres, qui présente ses idées dans l'espace public, à travers des livres, des conférences ou n'importe quoi, peut-être qu'il est plus égoïste que l'autre. Pourquoi? Parce que cette action-là, elle sert son ego lui-même. Déjà, il rentre dans un champ de pouvoir sociétal. Et si elle est utile à la société en même temps, c'est pas grave? S'il est utile, oui, mais parce que je réponds parce que c'est toi qui as dit que l'autre il est plus égoïste que celui-là. Non, peut-être qu'ils sont égoïstes au même niveau, peut-être que celui qui a écrit des livres il est plus égoïste. Okay. Parce que le fait d'écrire un livre, le fait d'avoir un métier intellectuel et tout, ça met les gens dans une échelle dans la société, dans une place, dans un statut, dans une classe, tout ça. Je pense qu'il faudrait pas qu'il y ait de... je te laisse finir. Non, vas-y. Tu penses qu'il faudrait pas professionnaliser l'intellect, la réflexion? Enfin, tu penses qu'il faudrait abolir la professionnalisation de la philosophie? Ça doit pas être un métier, on doit tous être philosophes. Je peux pas dire ce qu'il faut qu'il y ait dans le monde, ce qu'il n'y a pas. Moi, je suis une personne parmi 7 billions. Et donc, ce qui est important, c'est ma vie à moi, ce que je fais. Les autres, je m'en fous.
Donc, de toute façon, mon avis n'est pas, il est irrelevant parce que même si je veux ça ou je veux ça, de toute façon, le monde va continuer de la façon avec laquelle il va continuer et je ne pourrai rien y faire. Ce que je peux faire, c'est ma vie, mon action, mon corps, comment je fais pour pour changer ma vie, pour changer mon milieu restreint et tout ça. Mais ton action, elle prend place dans une société, donc elle l'influence forcément. Possible, peut-être, oui, mais je ne sais pas à l'échelle d'un philosophe ou je ne sais pas. Donc t'as pas de pensée politique? Enfin, tu penses que tu peux pas... Non, mais tu peux pas agir sur la vie des autres. Enfin, tu n'es pas légitime pour penser pour les autres, pour la société dans son ensemble. Puisque tu es quelqu'un de situé quelque part, avec une vie particulière, qui cherche à bien vivre. Ce que je viens de dire, c'est aussi politique. Pour toi, le politique, c'est le grand. Il y a le macro-politique et il y a le micro-politique. Le micro-politique, ce que je fais tous les jours, c'est du micro-politique. Ouais. Et c'est parfois plus important que le macro-politique. Pourquoi? Quand vous voyez les gens qui veulent être élus, par exemple, pour n'importe quel poste, président jusqu'en bas de l'échelle, commune, etc. Il est là juste pour... il défend un discours, des idées, etc. Mais après, quand il est élu, il ne les incarne pas forcément, ou presque jamais. Bon, donc pour moi, c'est ce qui est... alors que... Ou bien des activistes. Des activistes, par exemple, qui défendent, font des manifestations, etc. Mais dans leur vie, par exemple, dans leur foyer, comment ils se comportent avec leurs conjoints, avec leurs gosses, etc. Ils n'appliquent pas ce qu'ils prêchent. Ils en sont conscients, ils n'en sont pas conscients, on s'en fout. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de vivre, d'incarner ses idéaux, ses idées, ses valeurs, sans les prêcher. Ça, c'est beaucoup plus efficace, c'est très politique, c'est le micro-politique, c'est plus efficace que le macro. Et c'est plus efficace, et c'est ce que j'aime faire, je m'y retrouve là-dedans. Donc j'ai une pensée politique. Et donc, j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Je sais plus non plus. Mais du coup, tu penses pour les autres. C'est-à-dire que tes enfants, il faudra bien que tu choisisses des idées ou des valeurs au nom desquelles les éduquer. C'est-à-dire que tu peux pas, enfin, tu restes pas du coup, même dans la micro-politique, à partir du moment où vous êtes deux, tu penses pour l'autre, tu penses avec l'autre, tu penses au bien de l'autre. Je pense avec l'autre, mais je peux pas penser pour l'autre. L'autre, je préfère qu'il garde son autonomie, son indépendance, parce que comme le dit le dicton, il dit vaut mieux apprendre la personne à pêcher qu'à lui donner le poisson. Donc je voudrais pas penser pour l'autre. Je peux par exemple suggérer, proposer, donner des orientations, mais je préfère que l'autre garde toujours son indépendance, son autonomie. Même pour tes enfants par exemple, si jamais tu en as un jour. Les enfants que je ferais, oui, bien sûr, tout le monde. Mais par exemple, tu vas lui proposer de se comporter d'une certaine manière et il va te répondre gaga cacahuète. Comment est-ce que tu réagis à ça? C'est-à-dire, est-ce que tu vas pas quand même devoir le diriger dans une certaine voie, dans une certaine vision de soi-même, de la société? On parle de quel âge là, parce que tu as dit? Je sais pas, 4 ans, 2 ans. Je sais pas. 2 ans, il n'a même pas encore le langage. J'ai pas d'enfant, je sais pas. 2 ans, il n'a pas encore le langage, donc quand il aura le langage, à ce moment-là, on discute. Même 3 ans, 4 ans, il est. Qu'est-ce que tu fais en attendant du coup? Qu'est-ce que je fais en attendant? Tu penses pour l'autre quand même. Tu lui imposes quelque chose. Ça c'est différent, Toi tu rentres dans un truc qui est différent parce qu'un gosse jusqu'à 3 ans, 4 ans, il n'est pas autonome, il faut le nourrir, etc. Après quand il commence à réfléchir, quand il commence à agir, bouger tout seul, mouvoir, à ce moment-là oui, il commence à être libre, à être une personne. À ce moment-là je me comporte avec lui comme une personne. Donc, tu lui imposeras rien, tu lui expliqueras des choses et il fera ses choix. Oui, naturellement, ça vient naturellement qu'il pose des questions, j'y réponds de la manière... je traite avec les gosses, j'y réponds d'une manière neutre, soit selon le contexte dans lequel il se trouve, de manière générale. Et libre à lui de choisir l'idée qu'il veut et même les valeurs qu'il veut, je m'en fous. Et pourquoi tu tiens tant que ça à ne pas imposer mais à expliquer, à laisser les personnes autonomes? C'est que tu as une idée quand même plus générale derrière, non? Une vision de la société ou des autres? Pour les autres, oui, j'ai mon idée. Mais tu l'imposes pas. Mon idée absolue, c'est la liberté. Donc, mais il y a plusieurs manières d'exercer la liberté. Alors, soit je me sens libre et je vais m'imposer aux autres. Ça, c'est la liberté individuelle. Ou bien la liberté sociale, c'est que moi, je peux pas être libre si la personne en face de moi n'est pas libre aussi. Ou bien ma liberté commence dès que la liberté s'arrête là où celle de l'autre commence.
Donc moi-même, peut-être c'est égoïste, moi je peux pas me sentir libre si je ne confère pas la liberté à l'autre personne. Pourquoi? Je sais pas, c'est ce qui me convient actuellement. Même si c'est pas facile la liberté, ça engage beaucoup de responsabilités et tout ça, mais c'est ce que je trouve de plus correct à faire dans ma vie, pour moi. Ok. Non, enfin, il y a une cohérence, on en revient à cette validité pour toi. Ouais. Sans prétention, quoi. Ouais, mais sans écrire des livres. Oui, bah oui. Bah comme c'est pour toi, t'as pas besoin. Oui, voilà. Vas-y, merci. Merci beaucoup.